Merci de m'accueillir dans votre assemblée. Alors, je me présente effectivement, je suis coach, je fais du conseil en conduite du changement. Ça, c'est ce qui est pour la vie, ma vie professionnelle, la vie marchande. À côté de ça, en même temps que ça, j'écris des livres, je suis auteur, j'organise des événements. Merci Jean-Luc d'avoir cité le prochain événement Conscience et Citoyenneté qui aura lieu le 10 décembre, qui fait partie effectivement de mon engagement. Et je ne parle pas là encore d'engagement spirituel, mais d'engagement de conscience. C'est pour moi à la fois spirituel et scientifique, la question de la conscience. Je ne suis pas toute seule à organiser bien sûr cet événement. Et pour revenir sur ce que tu as évoqué, l'événement au Forum 104, c'était en 2019-2020, on a fini pendant le Covid. En fait, effectivement, c'était sous l'ère de Jean Côme, qui était l'actuel, à ce moment-là, directeur du Forum 104, qui avait lancé… Moi, j'allais les voir au début, le Forum 104, parce que je venais d'écrire un livre, le Coming Out spirituel. Et dans le livre, je posais une question qui est une question récurrente chez moi et toujours présente, la question de ce que j'appelle la spiritualité laïque, qu'on peut aussi appeler autrement, mais cette question de la spiritualité qui va complètement dans le sens de l'objet de votre association. Ouvrir le débat public, l'espace public à cette question du spirituel, à cette question de la conscience, à cette question de la quête de soi, de la connaissance. Et j'arrivais en disant au Forum 104, ce serait bien de faire un groupe de travail, ça me semblait être un bon endroit. Et à ce moment-là, ils faisaient des parcours de 3 jours et cette idée s'est transformée en 3 jours et on avait 18 intervenants, 18 invités sur le thème spiritualité et société, société et spiritualité. Bon, voilà, on tournait autour des mêmes thèmes et on a fini ces 3 jours sous l'ère effectivement du nouveau directeur, Christophe Rocher. Voilà pour la petite précision. En quoi aujourd'hui ça te travaille encore? Est-ce que tu as eu des réponses? Et est-ce que ton cheminement, est-ce qu'il y a eu des étapes, des difficultés ou au contraire des révélations? Je suis née et je crois que je suis née avec ces 2 questions. Elles sont, aussi loin que remontent mes souvenirs, elles sont arrivées très très tôt. Petite, je me demandais qui j'étais. La vie m'a amenée aussi à me demander qui j'étais. Je trouvais curieux d'être. Et l'autre question que je me suis posée en même temps, et quand je dis petite, c'est vraiment toute petite, c'est quel est ce monde dans lequel je suis née, parce que en fait, je crois que comme beaucoup d'enfants, j'ai pas compris où j'étais, quel était ce monde. J'ai pas compris la disharmonie relationnelle. Je n'ai pas compris pourquoi les grands pouvaient mentir, pourquoi les grands pouvaient se disputer, pourquoi les grands pouvaient se déchirer, pourquoi les grands pouvaient être pas gentils, pas bienveillants. Et je pense que dans mon cœur d'enfant et dans mon âme d'enfant, j'ai pas compris ça. Et je me suis dit, mais où suis-je? Et très tôt, donc, la question, mais quel est ce monde dans lequel je suis née, s'est imposée à moi. Et parallèlement, il y avait l'autre question. La vie, comme tout le monde, m'a donné des épreuves qui m'ont remise en question toute petite, qui ont accentué cette espèce de déchirement entre qui j'avais l'impression d'être, de porter comme une… Mais je ne le savais pas, je ne mettais pas de mots, juste l'être et ce que je voyais. Donc je dirais ça, que c'était une forme de fragmentation, de dissonance, de disharmonie. Et depuis que je suis petite, en fait, ce que je vous ai dit de ma vie professionnelle, de ma vie associative, de ma vie en tant qu'auteur, de ma vie sociale, est guidée par ces 2 questions. Et je fais des choix de vie en quête de réponse à ces 2 questions. Alors, sur le chemin social, ça m'a amené très tôt, comme les 2 étaient liés, ça m'a amené à Freud. Freud m'a amené à Henri Laborie, biologiste des comportements, et qui était à la fois sur le jeu et le collectif. Henri Laborie m'a amené à un espace que vous connaissez peut-être pas, dont dans l'affiliation duquel je me reconnais, qui s'appelait le groupe des 10. Le groupe des 10 m'a amené à une personne qui était un Pygmalion, qui m'a fait entrer dans le monde de la citoyenneté. Jacques Robin, René Passé, économiste, qui a écrit L'économique et le vivant avant l'heure. Dans ce groupe, il y avait également Edgar Morin. Il y avait des personnes comme ça, il y avait Henri Laborie. Qui c'était? Le groupe des 10, je vous raconte ça juste, c'était dans les années 60-68, c'était des personnes, j'oublie Joël de Roné, et ce groupe-là se fixait pour objectif, un peu comme le vôtre aujourd'hui, sauf qu'il n'avait pas vocation à grandir et à rayonner, se fixait comme objectif d'échanger, de discuter de sujets communs, mais chacun depuis son angle de vue, pour développer des liens transverses. Ils ont réinventé à leur niveau la notion de transversalité, de transdisciplinarité. La richesse de l'œuvre de ces personnes que je vous ai citées est nourrie de ce regard transdisciplinaire. Ça a été pour moi
un grand bonheur que de les rencontrer parce que, en les rencontrant, d'abord par livre interposé et ensuite en vrai, je sortais des sentiers battus de ce qu'on me disait qu'était le monde, qu'était la société, qui commençait à vouloir bien s'ordonner, s'organiser et qui commençait à créer des autoroutes, des autoroutes pour nos chemins de vie. Avec Jacques, on a écrit un livre plus tard, en 2007, L'urgence de la métamorphose, qui a intégré cette vision transversale, transdisciplinaire, systémique. Puis voilà, j'ai travaillé avec plus ou moins près avec chacun d'eux. Donc je comprends que le monde, il n'est pas forcément bien organisé comme on dit. Il est plein de liens, plein de transversité, plein de complexité. Je m'intéresse parallèlement, c'est un autre réseau de journalistes scientifiques, à tout ce qu'on appelle à l'époque, on est dans les années 80, la théorie du chaos, qui va donner ensuite les sciences de la complexité, qui va donner ensuite aller vers tout ce qu'on appelle le quantique. Waouh, le monde s'ouvrait tout d'un coup. Donc moi, simple terrienne, je me définis comme une terrienne, humaine, terrienne, chercheuse. Citoyenne, je rajoute citoyenne, chercheuse. Donc là, je cherche. Par rapport à ma vie, parce que depuis mes questions toutes petites, comme tout le monde, j'ai grandi, j'ai passé le bac, je suis allée faire des études. En fait, c'est une vraie recherche, quoi. C'est une vraie quête, parce qu'il faut lire les livres, il faut rencontrer les personnes. Et j'étais vraiment très, très motivée pour comprendre le monde sous cet angle-là. Et l'autre chemin, qui était mon chemin personnel, que je menais en même temps, donc passe par la psychanalyse. Je découvre Freud, je fais une psychanalyse. À l'époque, pour travailler sur soi, il n'y avait pas énormément de discipline quand j'avais 18-20 ans. Donc, je commence une psychanalyse avec plus ou moins de bonheur qui se poursuit plusieurs années. Je sens que ça ne me va pas trop parce que c'est très mental et je vais être très critique sur la psychanalyse et je vais plutôt m'orienter ensuite vers les approches plus comportementales qui, je ne le sais pas forcément, mais sont aussi spirituelles. L'hypnose ericksonienne, la sophrologie. Je me passionne pour l'analyse transactionnelle et je n'ai pas encore de chemin à proprement parler spirituel. Mais dans ma vie, et c'est vrai depuis que je suis petite, je fais des rêves qu'aujourd'hui je qualifierais de karmiques, si c'est le mot qui me vient, ou pas prémonitoires, mais des rêves qui viennent d'ailleurs. Ils viennent pas vraiment de mon histoire. C'est pas possible que j'aille chercher ces informations-là dans ma vie. Donc je vais les chercher ailleurs. Donc il m'arrive comme ça des phénomènes curieux, une apparition d'ange au pied de mon lit, des rêves qui se prolongent sur des jours, voire des semaines, enfin des beaux rêves. Je raconte ces événements-là qui ont été marquants pour moi dans mon dernier livre. Voilà, il se passe ça. Donc, il y a le qui suis-je d'un côté, il y a qu'est-ce que le monde de l'autre, et au milieu, il y a ces événements qui m'arrivent et où je sens bien que l'information m'arrive d'ailleurs, ou m'arrive d'un endroit qui est plus grand que ma conscience ordinaire et que mon seul corps physique. Mais, voilà, il faut avancer dans la vie, il faut finir les études, il faut commencer à travailler, il faut gagner de l'argent. Et je vais donc faire ce chemin-là aussi et ranger tout ça pour moi. En fait, ce chemin de connaissance de soi, c'est un chemin à l'époque que l'on menait de manière très intériorisée et dont on ne pouvait pas parler parce qu'on n'en parle pas, parce qu'on n'en parlait pas. Alors on pouvait commencer à parler des petites cousines ce que j'appelle les petites cousines de la psychanalyse, mais on en parlait très peu de ces choses-là. Donc je garde tout ça pour moi. Je le garde comme parce qu'un rêve m'y avait invité comme mon enfant intérieur que je mets à l'intérieur de moi à 27 ans. Après m'être réconciliée avec mon enfant intérieur que j'ai retrouvé sur d'autres plans de réalité. Voilà, pour vous dire qu'il se passait des choses dans mon esprit et qu'il se passait des choses dans mes rêves la nuit. Je prends cet enfant intérieur avec moi, c'est une petite fille et je lui promets, je ne plus jamais la laisser. Plus jamais, ma chérie, je ne lâcherai ta main. Et ça a été pour moi une grande réconciliation, la première grande réconciliation. Et moi, je continue mon chemin d'intégration et je le continue de 3 manières. Je continue à chercher ce qu'est ce monde dans lequel je suis née. Je continue à travailler sur moi et à chercher, à explorer. Et je continue ce travail de réunification intérieure que je mets au milieu des deux, avec cette promesse de plus jamais me dissocier. Et le travail va être un travail de reliance. Mon travail va être un travail de reliance. J'avance. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans ma vie en termes d'événements marquants? Je continue de chercher. Je rencontre des scientifiques, je me nourris, je lis, je rencontre. Bon, ça, je continue de le faire. Et puis, comme j'ai un cerveau gauche assez développé, je fais des synthèses et je fais des PowerPoint et enfin, tout ce qui va bien pour transmettre à qui veut bien écouter ce que je raconte dans mon espace professionnel. Ça va se passer à peu près là. Suite à un événement émotionnel marquant dans ma vie, je fais ce qu'on appelle une sortie hors du corps, alors que je suis tranquillement allongée
m'allonger chez moi un week-end sur mon canapé et je vais me retrouver propulsée dans un espace lumineux, très lumineux. C'est même pas de la lumière. Et je danse dans la lumière. Cette partie de moi qui s'élève danse dans la lumière. Je suis très vivante et très consciente dans cette lumière. Je danse. Je suis heureuse et j'entends une voix. Je suis traversée par une voix. Je vibre les mots que j'entends et ces mots sont: tout est amour, tout est lumière dans le monde. Tout est amour, tout est lumière dans le monde. Belle réponse aux questions que je me posais. Et donc, hop, et pouf, je reviens. Je ne sais pas combien de temps dure cette sortie hors du corps. Quelques secondes à quelques minutes. Je n'ai pas chronométré. Mais ça a été un événement marquant à 36 ans. Et cet événement va accélérer parce que j'avais commencé à travailler sur le champ spirituel. Je cherchais des portes d'entrée. J'étais entrée dans des temples, entre guillemets, j'en étais sortie. J'étais entrée dans d'autres, j'en étais sortie. Et aucun ne me satisfaisait vraiment. Et là, je vais avoir une appétence, une quête accélérée vers la lumière. Et je vais rentrer dans ce qu'on pourrait appeler le parcours initiatique, plus orienté vers cette quête de la connaissance de soi grâce à des séminaires, des lectures, bien sûr, des séminaires, des enseignants. Je découvre qu'il y a des enseignants formidables dans ce monde qui, en toute discrétion, nous montrent le chemin quand nous tapons à leur porte. Et nous guident, en tout cas. S'ils ne nous montrent pas le chemin, ils nous guident à être nous-mêmes et à croire en nous-mêmes et à notre potentiel. Et sur ce chemin-là, je vais continuer à mon travail de cohérence intérieure. C'est une exigence chez moi. Et je vais peu à peu, mes perceptions sensibles, subtiles vont s'ouvrir, se développer. Et je vais parler, alors si je fais un résumé, je vais parler aux arbres, des défunts, je vais entendre des défunts me demander de transmettre des messages. Je vais faire d'autres voyages astraux. Je vais me connecter à ma filiation, ce que j'appelle ma filiation, dont je parle toujours avec le sourire et respect, qui est une filiation qui n'est pas ce qu'on appelle classiquement la fraternité blanche, mais qui est comme une fraternité de lumière, de plan en plan de réalité. Et je me promène dans les multivers et dans les mondes parallèles. Et ça fait le lien avec tout ce qu'on entend aujourd'hui de la part des pionniers, des scientifiques pionniers dans le domaine quantique ou qui s'y rapproche, ce qu'on va appeler le courant scientifique post-matérialiste. Et ça va aussi dans le sens de toutes les expériences extrasensorielles dont de plus en plus de personnes témoignent aujourd'hui. Donc, je suis ce chemin-là. Et au début, avec toujours ce côté merveilleux de la découverte, et puis après, la découverte est moins merveilleuse, elle est moins vibrante de merveilleux, elle est plus pleine. Voilà, vous connaissez ça sûrement sur le chemin quand on avance. Depuis ma sortie hors du corps, quand j'avais 36 ans, donc il y a eu ce phénomène et tout de suite après, dès le lendemain, je me suis mise à écrire, j'ai eu besoin d'écrire. Et il y avait déjà les premiers ordinateurs, je savais taper à l'ordinateur et pendant 7 jours et 7 nuits, j'ai écrit en m'arrêtant le minimum juste pour dormir un peu, ce qu'il fallait, et en mangeant le minimum, mais pendant 7 jours et 7 nuits, j'ai écrit, il fallait que j'écrive. Ce n'était pas de l'écriture automatique, je savais parfaitement ce que j'écrivais et en fait, j'étais en train d'écrire ma vie, ma propre vie. Mais je l'écrivais d'une manière, je ne connaissais pas ma vie de cette manière-là, je ne l'avais jamais lue comme ça. Et donc, j'avais 36 ans, 36 c'est 9 fois 4, et je me suis aperçue, c'est ainsi que je me suis raconté l'histoire en l'écrivant, que ma vie avait été faite d'une succession de 4 saisons de 9 ans et que tous les 9 ans, il y avait eu dans ma vie d'enfant, d'adolescence, de jeune adulte, jusqu'à cette sortie hors du corps et ce contact de la lumière, il y avait eu des passages forts qu'effectivement, je pouvais en parler. Et c'était comme des cycles comme ça. La première saison, je l'ai appelée l'apparente insouciance. La deuxième saison, je l'ai appelée de 9 à 18, les années silence. La troisième saison, je l'ai appelée l'épreuve, et c'était une vraie épreuve à l'époque pour moi que de vivre ces 9 ans. Et la dernière saison, je l'ai appelée l'apprentissage. L'apprentissage correspond à cette saison dont je vous ai parlé quand je dis je prends mon enfant intérieur, je le mets en moi et je lui promets de ne plus jamais la lâcher. C'est un vrai travail dans ce monde, ça l'a été en tout cas pour moi. Et là, avec la sortie hors du corps, je prends conscience que je suis entrée dans la lumière, ou en tout cas, je vais chercher. Et ce manuscrit, qui est un manuscrit certainement cathartique, que j'ai besoin d'écrire, je vais l'intituler « 4 saisons vers la lumière ». Pour moi, il est fondateur. Il est fondateur de la manière dont je me réapproprie mon histoire. Et surtout, à partir de là, en fait, je ne vais plus m'arrêter d'écrire
mon compagnon de l'époque avait vu une voyante, une médium à l'époque, qui lui avait dit « Oh là là, votre amie, elle ne va pas arrêter d'écrire ». Et c'est vrai que depuis, je n'arrête pas d'écrire. Et les livres viennent, les livres sont là et c'est toujours un processus créatif très, très, très joyeux et très nourrissant pour moi. C'est comme si j'avais travaillé la nuit sur d'autres plans et que dans la journée, je n'avais plus qu'à, comme je dis, sortir le pain du four. Donc, et j'ai beaucoup de plaisir, comme d'autres peignent, ils vont composer de la musique. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à sortir le pain du four. Avec ce groupe des 10 n'existe plus. Il y a d'autres personnes qui gravitent autour parce que ça devient un courant de pensée français. Je les rejoins. Le groupe des 10 n'existe pas, mais je pose une idée. Il ne peut pas y avoir de transformation collective sans transformation personnelle. Donc, on va créer une association qu'on appellera Interaction, Transformation personnelle, Transformation sociale. Et on va explorer dans le champ de la société, de l'éducation, de l'école, des entreprises, de la vie de tous les jours, ce lien entre le je et le nous. On est en 2000 à ce moment-là. Aujourd'hui, plusieurs le font. On est assez précurseurs. Et on est adoubé par Edgar Morin. Alors, si Edgar Morin nous adoube, on est content. Et on va faire ça. Je vais faire ça. Et depuis quelques années, depuis 2016, je dévoile plus, quand mes écrits sont plus spirituels, intègrent plus le spirituel. Ce travail sociétal d'étude de l'interaction entre le je et le nous intègre la dimension spirituelle, ce qu'on ne pouvait pas faire en 2000. En 2000, quand on était dans l'entreprise, quand on était dans la société, on prononçait le mot spirituel ou le mot conscience. Tout de suite, il y avait suspicion, secte, quoi, qu'est-ce que tu dis ? En 20 ans, on a énormément bougé à ce niveau-là. Aujourd'hui, tout le monde parle de l'âme. Valérie Seguin, qui a fait son merveilleux film sur l'âme, pourrait le dire elle aussi. Aujourd'hui, on parle de l'âme. En 2000, on ne parle pas de tout ça. Et ce courant d'intellectuels pour lequel j'ai beaucoup de gratitude ne va pas jusque sur ces terrains invisibles que moi, j'ai expérimenté. Et là où je mets mon énergie, c'est de dire, mais cette dimension sensible, invisible, immatérielle, spirituelle de nous, elle fait partie de nous. Et il n'y a aucune raison pour qu'on la taise. Il n'y a aucune raison pour qu'on la réduise. Il n'y a aucune raison. Elle est nous sommes elle. Nous ne sommes pas, comme dit une anthropologue que j'adore, il n'y a pas d'un côté, Audrey Chapeau, il n'y a pas d'un côté le monde visible et de l'autre le monde invisible. Il y a un monde qui est à la fois visible et invisible et c'est le seul et même monde. Voilà, d'où vous me suivez quand je rencontre Jean Côme du Forum 104, je lui dis « Ah, si on faisait une réflexion sur la spiritualité laïque ». C'est cette même histoire, mais ce n'est pas une spiritualité, vous avez compris, sur mon chemin. À aucun moment, j'ai parlé du mot religion, j'ai dit religieux, parce que je n'ai pas suivi ce chemin-là. Mon chemin est un chemin à la fois intellectuel et expérientiel qui m'amène aujourd'hui à créer des événements, à proposer des accompagnements ou des séminaires qui nous invitent à nous autoriser à pouvoir nous dire dans notre complétude. Et alors, comment tu as senti l'évolution de cette prise de conscience dans ces clients ? Tu as vu qu'il y avait certaines résistances qui perdurent aujourd'hui, ou est-ce que tu as vu qu'une certaine marge de manœuvre est possible ? Comment tu vois l'évolution et comment réagissent-ils aujourd'hui par rapport à ça ? Bon, d'abord, dans l'entreprise, l'objectif n'est pas de parler de spiritualité dans l'entreprise. Ces dernières années, le monde de l'entreprise, le monde marchand, on est en plein paradoxe et en pleine contradiction. Il y a de tout. Et à la fois, on a un système qui est en train de complètement se fermer avec des endroits où on a une pressurisation de l'humain et en même temps, et parfois dans les mêmes entreprises, on a des espaces de liberté pour être de plus en plus grands. Tout dépend de comment les dirigeants qui dirigent leur entreprise, comment les managers, les chefs d'équipe voient l'humain et quelle place ils ont envie de laisser à l'humain. Donc, on voit vraiment de tout. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec des personnes, c'est toujours comme ça dans la vie, on travaille avec des personnes qui sont en résonance avec nous, donc forcément des personnes qui étaient en phase avec ce que je suis en train de vous raconter. Et l'objectif n'était pas du tout de parler de spiritualité. L'objectif était plutôt de parler de libérer nos désirs d'être. En fait, c'est libérer la vie ou fermer la vie et donc entrer dans une logique de non-vie. C'est ça, soit la vie, soit la non-vie. Et les endroits où c'est de la non-vie, en fait, je n'ai pas mis les pieds parce que je ne les intéressais même pas de toute façon. Et sûrement, je n'aurais rien eu à y faire. Donc, j'ai eu la chance de travailler avec des dirigeants vraiment humains, vraiment au fait de la question de l'être et du sens
c'est pas du pipeau, ils trichent pas. Quand certains se posent la question de la raison d'être, ils l'ont chevillée au cœur et au corps, cette question. C'est quoi notre raison d'être? Voilà, moi, je suis allée dans ces espaces-là de la vie marchande, de la vie professionnelle. Et encore aujourd'hui, même si cet espace-là est malmené, il continue de coexister. Il y a vraiment de belles personnes. On n'a pas, il y a pas très longtemps, enfin, j'étais amenée à répondre à une question un peu similaire ou sur le même ordre d'idées. Je dis, mais il n'y a pas d'un côté des qui seraient comme ça et des qui seraient comme ça. La réalité, c'est un melting pot et tout dépend des personnes et tout dépend de ce qu'elles sont prêtes à faire, à être, de la confiance qu'elles ont en elles-mêmes et de la confiance qu'elles sont prêtes à porter à l'autre. Je pense tout d'un coup, là, j'interviens depuis une dizaine d'années au sein d'un master à Assas sur le coaching, qui est un creuset de travail sur soi, de développement, qui propose un parcours initiatique et qui est un creuset de révélation, mais sans faire l'apologie d'aucune démarche, qui invite les étudiants de 30 à 60 à se questionner pour se re-questionner intérieurement et laisser grandir à eux-mêmes des parts plus vastes de qui ils sont. Voilà, il y a des endroits comme ça, à la fois dans l'université, à la fois dans les entreprises. Valérie Seguin, dont je parlais, qui a fait un film sur l'âme, vient de faire là un film sur l'intelligence spirituelle au travail. J'avais un court échange l'autre jour avec elle. Je lui dis alors comment ton film est reçu? Elle me dit merveilleusement bien. Il y a cette appétence, il y a ce désir de faire entrer la spiritualité. Mais après, qu'est-ce qu'on en fait d'un point de vue marchand de la spiritualité? On n'en fait rien. Donc là, on tombe sur la finalité même du système dans lequel nous vivons. Là, on entre dans un autre débat. Il est en contradiction totale avec ça. Il n'est pas compatible. Mais il y a plein de personnes qui pensent ça. C'est difficile de marier justement ces deux mondes incompatibles et que ton activité professionnelle finalement se détache un petit peu de ce que tu faisais avant parce que c'est plus tellement possible d'aller jusqu'au bout de ta cohérence intérieure, quoi. J'ai des confrères et consoeurs qui arrivent très bien à jongler avec les deux parce qu'après tout, il suffit de se mettre en vibration avec l'espace dans lequel on arrive et c'est OK, hein, tout est bien. Il n'y a pas un espace supérieur à un autre. Comme moi, j'ai l'engagement que j'ai compte tenu du parcours de vie que j'ai raconté, je ne peux pas ne pas avancer. Et puis, je peux m'ennuyer vite. Il faut que je découvre, il faut que je cherche. Donc, il y a encore quelques années, on pouvait être un pied dedans, un pied dehors. C'est de plus en plus difficile. Le système marchand est en train de nous dire, tu rentres dedans, là, tu marches ou pas. Et j'en ai parlé avec d'autres camarades, confrères, consoeurs, ou qui font d'autres métiers, mais qui aussi se situent à la frontière des mondes. Et il y a de moins en moins de souplesse. C'est soit tu es dedans, soit tu sors. Mais il y a plein de gens qui sortent et peut-être ce sont ces personnes-là aussi qui créent les nouveaux mondes. Un groupe, je crois, que tu animais qui allie douceur et politique. Alors, j'ai toujours, dans ce que je vous ai raconté, parce que justement, j'étais curieuse et qu'on réfléchit, on réfléchit mieux, on a plus d'idées à plusieurs que toute seule, j'ai toujours créé des groupes et animé des groupes, des cercles de réflexion, des think tanks, je ne sais pas comment il faut les appeler. Et dans ces groupes, il y en a un qui s'appelle le cercle du samedi. Pourquoi? Parce qu'on se réunissait le samedi. L'objet de ce groupe, créé avec Charles-Maxence Laillé, qui est assistant parlementaire européen et surtout journaliste scientifique, fondateur de la revue Orps, Un autre regard pour une autre planète, qui est sur ces sujets-là aussi depuis longtemps avec sa rigueur scientifique. Donc avec Charles-Maxence, on dit cet espace de la conscience, il faut le réveiller, le révéler dans notre société. Il est urgent que la politique, mais pas la politique, l'action politique, mais la pensée politique se régénère de ce que les sciences et les spiritualités nous disent aujourd'hui. Sinon, on va continuer à s'appauvrir, on va être en évolution. Donc, on a créé un groupe, le cercle qu'on appelle le cercle du samedi. Voilà, l'intention, c'est de relier, de réfléchir autour de science, conscience, politique. Et nous avons commis dans ce groupe-là un texte que nous aimons beaucoup, nous, qu'on appelle Douceur et politique, et si l'amour guidait nos pas. J'aime beaucoup l'alliance de ces deux mots, douceur et politique, et j'aimerais que tu me parles un peu plus justement de la douceur. Je crois que la douceur, si je devais parler de la douceur, pour moi, c'est une réparation de cette disharmonie que je sentais quand j'étais petite, de cette fragmentation, une division violente. Il y avait
des choses qui n'étaient pas justes, comme des fausses notes dans une symphonie. Et je pense que pour moi, la douceur, c'est d'aller ajuster et de tenter à l'échelle de ma vie, parce que tout ce que je raconte, j'en ai bien conscience. Hein. Et tout ce que j'ai raconté est totalement subjectif. C'est un parcours de vie et une compréhension du réel. Si ça se trouve, le réel, c'est pas ça du tout, parce que maintenant, avec ce qu'on apprend sur le réel. Mais en fait, la douceur, elle est là. Elle est dans aller préparer avec énormément de tendresse, d'amour et de gratitude pour qui je suis, pour ce qu'est la vie et toutes celles et ceux qui portent vie. D'aller réparer, d'aller apaiser et d'aller ajuster tout ce qui aurait peut-être besoin de l'aide. Est-ce qu'on peut aider à développer la gratitude? La gratitude, elle vient d'où? Elle vient parce que j'ai rencontré des êtres, des consciences, que j'ai été guidée. Je suis dans la gratitude de la lumière, je suis dans la gratitude des êtres et des consciences qui, de là où ils sont, sur d'autres plans de réalité, font descendre jusqu'à nous cette lumière. Je suis dans la gratitude des anges qui n'attendent qu'une chose, c'est qui nous tendent la main et qui n'attendent qu'une chose, c'est qu'on prenne leur main. Je suis dans la gratitude de tous les êtres qui sont, et toutes les consciences, qu'elles soient incarnées ou non incarnées, qui œuvrent pour l'éveil des consciences et l'ouverture des consciences. Ça veut dire quoi, l'éveil des consciences? Ça veut dire lever le voile. Tout de suite, je pense au voile d'Isis, mais c'est pas que le voile d'Isis. Pleine de gratitude pour les gardiens de la connaissance, pleine de gratitude pour toutes celles et ceux qui, même quand ils sont seuls et parfois dans une solitude difficile, qui entretiennent le feu sacré de l'amour et de la connaissance. Je suis pleine de gratitude pour la chaîne des initiés qui nous a transmis la connaissance. Je suis pleine de gratitude pour les enfants qui rient et qui nous permettent de nous rappeler de ce qu'est la vie. Et elle est là, la gratitude. Je suis pleine de gratitude pour tous les éclats d'amour qui nous sont offerts. Est-ce qu'il y a un centre de tout ça, qu'on pourrait appeler un dieu ou un esprit ou une énergie? Il est là en chacun de nous. Il est le mystère de la vie, il est le pont, la passerelle. Non, il n'y a pas de Dieu dans mes croyances. Il y a peut-être une source. J'aime beaucoup écouter les personnes qui parlent de la source. J'aime beaucoup écouter les jeunes qui parlent de spiritualité ou qui parlent d'hypnose régressive quantique ou qui ont une vraie démarche, une vraie quête de verticalité et qui s'affranchissent de toutes les grilles et références du passé et qui développent leur propre repère sur le chemin de quête. Ils régénèrent, ils rénovent complètement, non pas la structure qui reste la même, mais ils ont une manière d'avancer. Je vais donner un exemple. J'étais hier ou avant-hier, je déjeunais avec un confrère. On déjeune avec un ami qui est une personne qui est connue, qui a été un aspirateur et qui est toujours un aspirateur, philosophe, économiste. Et on débattait, et lui débattait beaucoup avec ses références. Il a un certain âge, il a avancé dans la vie. On débattait de l'homme et des risques aujourd'hui pour l'humanité, d'aller à sa perte. Et peut-être c'est le chemin de l'humanité que tomber, non seulement de se prendre le mur, mais de tomber dans le ravin. Peut-être, on ne sait pas, on ne sait pas quels sont les mystères de la vie, ou peut-être pas. Sa lecture de décodage, c'était de reprendre les termes d'homo sapiens, homo démens. Et en fait, on n'est pas sapiens, on s'est appelé sapiens, mais on est plus démens que sapiens. L'expression n'est pas que d'eux, mais souvent citée par Edgar Morin. Et il disait, mais comment on fait pour véritablement aller à sapiens et devenir sapiens? Et donc, ça devient un débat intellectuel. Il est en plus très cultivé, bien plus que moi. Donc, c'est passionnant, on apprend beaucoup. Et juste après, il est 15h et on avait rendez-vous avec un jeune garçon, jeune, il a 40 ans, donc pour moi, il est jeune, qui vient en plus des îles, il est français, mais il vit dans les îles. Là, il était en voyage, pérénigration, travail de rencontres en Europe. Il était venu, tisser du lien et on se rencontre parce que visiblement, on avait des points communs. Et il nous montre, il nous raconte son approche, lui, du changement de l'humanité, court-elle à sa perte, est-ce que, toutes ces choses-là. Et sur son schéma, je souris et je lui fais remarquer parce qu'il n'y a pas homo sapiens ou homo démens. C'est son débat, il n'est pas là. Il y a directement écrit homo conscius, l'homme conscient. Pour moi, je me suis dit, voilà la différence entre l'ancien monde et le nouveau qui est déjà ailleurs. Il est dans quoi? Son aspiration, elle est dans quoi? Elle est dans l'homme conscient. Lui-même ayant vécu vraiment un chemin de vie incroyable, et en termes de prise de conscience, d'insight, d'épreuves initiatiques énormes, alors qu'il ne s'y attendait pas du tout. Il venait du monde financier, avec une accélération à un moment donné pour qu'il le recadre et qu'il le connecte à lui-même. Bref, ce qu'il porte, il a 40 ans, plein d'énergie, et ce qu'il porte, c'est l'homme conscient. C'est cette dynamique de vie-là qui m'intéresse. Et il n'y a pas de centre, il y a une dynamique de vie, il y a un mouvement de la vie. Les jeunes se libèrent de cette vie. Maintenant, pour revenir au centre, pour moi, le centre, il est dans le cœur. Et comme nous sommes tous le monde, on est le centre du monde. Je pourrais rajouter l'homme aimant aussi, l'homme doux. La chose, c'est que quand la conscience est centrée, elle est forcément amour. Alors après, c'est le mystère de l'amour dans cette toile de la vie. Et l'amour est de fait. Et si j'élève ma conscience, je continue
contact l'amour. Toutes les personnes qui sont en chemin d'éveil, sont sur un chemin d'amour.